Docteur Boris Dufournet pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, vidéo de réponse à Tintin Lavigne, en tout cas c'est probablement un pseudo, donc monsieur ou madame qui se cache derrière ce pseudo. Ce message publié il y a 2 jours sur une des vidéos consacrées justement au régime carnivore et au fameux problème qu'il y a, la confusion qu'il y a entre régime carnivore et régime cétogène. Et malgré le caractère pour le moins vaniteux, agressif, condescendant de ce message, normalement, on ne répond pas évidemment à ce genre de message. Franchement, quel niveau pensez-vous réellement avoir dans ce domaine pour émettre de tels jugements et sur un ton aussi péremptoire? Toutefois, je peux concevoir que le ton inadapté que vous avez utilisé dans ce message est certainement l'expression du fait que vous avez été agi par quelque chose de passionnel, en lien avec soit le régime cétogène, soit le régime carnivore, ou bien les deux, et donc des affects que vous n'avez pas su mettre à distance, vous n'avez pas su mettre de distanciation affective par rapport à ça. Et malgré le caractère au final en partie humiliant de votre message, je vais moi essayer de ne pas vous humilier en public, mais d'essayer de vous faire comprendre certaines choses qui manifestement ne sont pas claires du tout pour vous, que ce soit l'insuline, le régime carnivore et le régime cétogène en attaque. Ça n'aura probablement échappé à personne, on ne fait pas de la science scoop, de la science Paris Match, on fait une science beaucoup plus solide. Et pour cela, on s'est référé à certaines bases d'épistémologie. J'arrête tout de suite sur ce sujet. Juste une citation, Auguste Comte. On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Donc l'histoire du régime cétogène, l'histoire de l'insuline et de la physiologie, et de sa physiologie, et l'histoire du régime carnivore, voilà les bases. Donc on commence par le régime cétogène, l'histoire du régime cétogène. Alors Tintin, figurez-vous que le régime cétogène, je le connais relativement bien, étant neurologue, ayant été inventé par des neurologues dans les années 1921. Alors le premier inventeur, Wilder, qui est un confrère de la Mayo Clinic, l'a inventé. Alors lui, il avait un statut spécial, il était à la fois épileptologue et diabétologue. Donc c'était un métier qui aujourd'hui n'existe pas en tant que tel et qui avait parfaitement remarqué et repris les écrits d'Hippocrate, qui est donc notre référence pour la médecine occidentale, notamment, une grande source d'inspiration en tout cas, et dans certains de ses écrits datés de moins 400, donc il y a environ plus de 2400 ans de ça, Hippocrate traitait, et souvent efficacement, des épilepsies qui existaient déjà à l'époque évidemment, avec le jeûne. Et ce jeûne a été tenté d'être reproduit plusieurs fois, et notamment avant les années 20, notamment en France aussi, mais probablement aussi pour des raisons liées au fait que c'était un jeûne avec un mélange de régime végétarien, enfin il y avait tout un tas de choses, et donc un problème insulinique derrière, etc. Il a été mal toléré par les gens, et donc Wilder, dans les années 20, se dit « j'aimerais reproduire cet effet du jeûne », et on avait commencé à identifier ce que plus tard on appellera les cétones, donc acétoacétate, bêta-hydroxybutérate, et dans une certaine mesure l'acétone, mais l'acétone en fait est plutôt un déchet. En réalité, il y a vraiment 2 corps cétoniques, et encore c'est plutôt le bêta-hydroxybutyrate qu'on appelle BHB qui est important. Je vous renvoie sur un podcast sur la cétogénèse pour plus de détails. On ne va pas plus loin dans les détails. Et donc, il s'est dit finalement, on va peut-être pouvoir améliorer le diabète déjà à l'époque, années 20, et l'épilepsie. Et pour cela, l'idée était d'avoir un régime très riche en graisse, relativement pauvre en protéines et très pauvre en sucre, en glucides. Voilà. Et Wilder a fait un premier essai sur des patients qui était relativement intéressant, et derrière, ça a été repris par un confrère à lui, Peterman, qui lui était pédiatre, et donc c'était utilisé dès lors en pédiatrie, en neuropédiatrie plus exactement, pour traiter les épilepsies, notamment des épilepsies sévères de l'enfant, pour lesquelles on n'avait pas forcément de traitement antiépileptique, ou pour lesquels plus tard le traitement ne fonctionnait pas bien ou de façon insuffisante. Voilà. Donc ce régime cétogène, il a été utilisé depuis lors. Alors il a eu beaucoup moins de succès parce que les médicaments antiépileptiques sont arrivés, c'était beaucoup plus facile, moins contraignant, il y avait un côté un peu magique du médicament. Néanmoins, il y a toujours eu une école en neurologie qui a utilisé ça, ne serait-ce que pour les épilepsies. Et donc ce régime cétogène a continué d'être utilisé jusqu'à nos jours, et on l'a redécouvert
progressivement depuis quelques dizaines d'années dans d'autres applications, alors déjà chez l'épilepsie de l'adulte depuis un moment, mais plus récemment dans des troubles neurologiques comme des maladies neurodégénératives et encore plus récemment dans des troubles psychiatriques comme des troubles de l'humeur de type bipolarité. Et notre confrère Christopher Palmer, par exemple, aux États-Unis, travaille énormément là-dessus. Il y en a beaucoup d'autres qui travaillent là-dessus. Il y a des essais cliniques en cours, c'est très intéressant, très prometteur, etc. Voilà. Juste pour la petite histoire également, ce régime cétogène peut être très poussé au niveau médical et on peut arriver jusqu'à supprimer totalement, presque totalement les protéines, au moins sur des périodes courtes, notamment dans des maladies sévères d'origine génétique. Alors on dit souvent neurogénétique, en fait, c'est des maladies génétiques plus vastes, mais dont les symptômes sont très neurologiques, et on peut aller très très loin, et ces gens-là en plus ont des anomalies de sécrétion de l'insuline, ce qui fait que l'on peut arriver à des cas d'acidocétose qui normalement n'arrivent pas dans un régime cétogène bien formulé, chez quelqu'un qui n'est pas malade en tout cas. Et donc on a des bonbonnes de bicarbonate pour tamponner en urgence parce que c'est fait sous haute surveillance. Ça peut être fait dans des services de neurologie, ça peut être fait aussi en soins intensifs bien entendu. Bref, voilà comment on traite aussi ce genre de personnes et comment on les traite efficacement. Donc je vous remercie de m'apprendre ce que c'est que le régime cétogène, mais vous voyez, j'ai quand même une vague idée de ce que c'est et pour l'avoir pratiqué depuis déjà un moment. En revanche, ce qui est probable, c'est que vous ayez découvert le régime cétogène avec le grand public lorsque des magazines ou des médias people ou sensationnels divers ont repris ce régime cétogène en essayant de le mettre à la mode, pour de très bonnes raisons d'ailleurs, en se disant finalement on peut l'utiliser un peu pour tout le monde. Et puis il y avait en même temps des travaux qui ont continué en parallèle sur le diabète, en parallèle des travaux sur la neurologie dont je vous ai parlé. Voilà. Donc ce régime cétogène, je ne sais pas quand vous l'avez rencontré, mais certainement relativement récemment par rapport à cette échelle de temps que je viens de vous donner. Et d'ailleurs, soit dit en passant pour tout le monde, il est très important de noter que le régime cétogène, ah oui, certains disent on n'a pas de recul, c'est peut-être dangereux, toutes ces graisses saturées, etc. En fait, c'est le régime pour lequel on a le plus de recul pour un régime moderne, puisque si on part des années 20 jusqu'à maintenant, imaginez le recul, il est colossal en réalité. Contrairement au régime pauvre en graisse et riche en glucides promu par le département américain de l'agriculture, l'USDA dans les années 70, avec la fameuse pyramide alimentaire globalement ce régime dit méditerranéen, qui a été donc inventé par Walter Willett, comme on en parle dans notre formation, sur des bases très, très intéressantes, puisqu'il a viré presque tous les pays méditerranéens pour n'en garder que deux, la Grèce et l'Italie, avec d'ailleurs deux consoeurs qui se crêpaient le chignon, puisqu'elles n'étaient pas du tout d'accord sur la quantité de graisse, le type de graisse, etc. Enfin bref, et donc en inventant de toutes pièces cette pyramide alimentaire méditerranéenne, j'allais dire végétarienne, mais comme quoi le lapsus était plutôt adapté, puisque oui, c'est clairement un régime flexitarien d'ailleurs. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc on a un grand recul sur ce régime cétogène, ce qui n'est pas du tout le cas de cette pyramide alimentaire, donc régime riche en glucides, pauvre en graisse actuelle, qu'on nous apprend à l'école de médecine et qu'on continue de prescrire larga manu, et en fait, on voit exploser les cas de syndrome métabolique. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps dessus, et de maladies apparentées, diabète, etc. Et puis bien sûr, plein d'autres maladies neurodégénératives, des maladies inflammatoires chroniques, et on pourrait, des maladies cardiovasculaires à n'en plus finir, et on pourrait y passer encore très longtemps, la liste est très longue. Et le point commun dans tout ça, c'est justement l'insuline, et j'en parle encore une fois dans cette vidéo que j'ai faite sur Tableau, sur le syndrome métabolique. Voilà, maintenant que cette précision est faite, je ne veux pas faire trop long, donc je réponds à l'un des points de Tintin, qui nous dit « Dans le régime keto, il y a aussi des protéines animales et des fruits, noix, etc., qui font grimper l'insuline. » Ah là, je suis désolé, mais Tintin, vous n'avez rien compris. Donc, oui, il y a des protéines animales ou pas, on le fait comme on veut le régime cétogène. Le principe du régime cétogène, c'est d'écraser les taux d'insuline pour permettre à la cétogénèse de fonctionner derrière. L'insuline est un frein serré en permanence sur la cétogénèse, et d'ailleurs, ce qui se passe chez le diabétique de type 1 qui n'a plus d'insuline, parfois au moment du diagnostic, ce qui dans ce cas-là est dramatique, il y a une acidocétose extrêmement parfois sévère, avec même des morts, parce que précisément il n'y a plus ce frein qu'exerce l'insuline sur la cétogénèse, donc il y a un emballement de la cétogénèse qu'on appelle une hypercétogénèse avec acidocétose et donc toutes les conséquences dont on vient de parler et bien d'autres. L'insuline, c'est l'antagoniste par essence même de la cétogénèse. Ça, il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est quand même la base.
Derrière, après, il y a une logique derrière tout ça, mais là, je n'ai pas le temps de rentrer en détail là-dedans, mais il y a une logique. L'insuline étant une hormone de stockage, étant une hormone qui va permettre de transformer justement le sucre en graisse. Bon, il y a toute une logique évolutionniste qui est assez évidente en réalité. Donc, pour résumer, non, ça ne fait pas grimper l'insuline, sinon vous n'auriez pas de cétogénèse. Et si vous n'avez pas de cétogénèse, vous n'avez pas un régime cétogène, c'est-à-dire que vous auriez un BHB à 0,2 ou 0,3, éventuellement 0,4 millimol par litre. Donc ce qui en soi témoigne d'une cétogénèse résiduelle, c'est-à-dire qu'en fait la cétogénèse en elle-même est arrêtée, c'est ça que ça veut dire. Et donc si vous voulez avoir vraiment une cétogénèse correcte, c'est-à-dire globalement plutôt entre 1 et 3, bon, on ne va pas chipoter sur les chiffres, c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc là, à ce moment-là, vous devez avoir des taux d'insuline extrêmement bas, d'autant qu'il y a un effet post-récepteur de l'insuline. C'est trop long pour en parler ici et c'est assez technique, mais l'insuline a un effet qui est bien supérieur à son temps de présence dans le sang notamment. Et c'est expliqué par une chose très simple, c'est-à-dire que l'insuline a des effets directs et indirects, et parmi les effets indirects, elle va jouer sur l'expression de nos gènes, et ça, c'est des mécanismes assez longs qui sont de l'ordre du jour ou des jours, ce qui explique pourquoi l'effet post-pic d'insuline peut durer 3 jours, éventuellement, parfois exceptionnellement jusqu'à 7 jours. Par ailleurs, si vous étiez vraiment en régime cétogène et que vous monitoriez, comme je le fais sur moi, je le fais sur moi depuis 2019, vous sauriez qu'il y a une incompatibilité évidente entre cétogénèse et insuline, et vous verriez bien que avec des prises de sang dédiées, prescrites par quelqu'un qui veut bien vous la prescrire, vous verriez bien que vos taux d'insuline et de BHB sont anticorrélés si on tient compte de la variable temporelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dans le régime keto, d'ailleurs c'est pas c'est les régimes cétogènes, l'objectif c'est de faire une cétogénèse d'apport, pas une cétogénèse de déstockage, et je vous renvoie sur des vidéos qu'on a faites sur ce sujet avec Victor. Et donc l'objectif c'est de manger en fait ce que vous voulez à partir du moment où la cétogénèse est suffisamment élevée. Vous pouvez être parfaitement végétalien dans un régime cétogène, vous pouvez être parfaitement carnivore, mais si vous le faites en version carnivore stricte, il y a quelques précautions à prendre pour ne pas casser la cétogénèse, et c'était l'objet de cette vidéo que vous critiquez. J'en viens à la deuxième partie régime carnivore. Donc carnivore versus Lion Diet, donc mot à mot le régime du lion. Alors là, on reprend exactement le même état d'esprit, un état d'esprit scientifique et évolutionniste bien entendu. Donc on reprend l'histoire du régime carnivore. Le régime carnivore, alors là on peut remonter beaucoup plus loin, de façon beaucoup plus fiable peut-être que le régime cétogène pur tel que formulé artificiellement dans les années 20. Le régime carnivore, on a de très bons témoignages de paléoanthropologues. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de l'anthropologie évolutionniste. Je ne peux que vous recommander en tout cas les travaux de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, qui est situé à Leipzig, qui fait un énorme travail depuis des années, alors avec Jean-Jacques Hublin, que j'apprécie beaucoup sur le côté paléoanthropologie. Il y a des primatologues, il y a aussi des paléogénéticiens et généticiens évolutionnistes, comme Svante Pääbo, qui a tout récemment d'ailleurs reçu son prix Nobel. Donc il a fait découvrir aux yeux du grand public, mais ça fait un moment que Svante Pääbo publie sur ces thématiques. Et par exemple, son fameux livre Néandertalman de 2014, qui est très hautement recommandable. Bref, je préfère effectivement cette école à celle d'Yves Coppens, mais bon, il y a différents courants de paléanthropologie, et toujours est-il que si vous allez dans des courants de paléanthropologie, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est, et quand on dit que Homo sapiens, que nous sommes, est carnivore obligatoire, virgule, omnivore facultatif, et on reprend ça en détail dans notre formation de façon pratique, eh bien, ils ont donc des arguments extrêmement solides et convaincants là-dessus, et qu'on ne va pas passer en revue ici, ce n'est pas l'objectif, mais voilà, la notion de régime carnivore, elle vient de là, c'est-à-dire, globalement, il y a à peu près 2,8 à 3 millions d'années. Voilà, je crois que c'est correct en termes de recul. Les caractéristiques qui font de nous des carnivores obligatoires, omnivores facultatifs, et tout un tas d'arguments sur le degré immense de carnivorisme ont été accumulés. Alors juste une anecdote là-dessus. Effectivement, on peut voir qu'on était des carnivores, encore plus carnivores que le loup et la hyène, donc effectivement ça peut surprendre aujourd'hui. Probablement qu'en tout cas c'en est la raison. On a développé assez rapidement des outils qui ont permis d'ouvrir des os, notamment des os particuliers. Ça peut être des os longs, mais avec l'âge, la moelle y disparaît, mais un certain nombre d'os apparentés qui contiennent en leur sein, en leur milieu, de la moelle osseuse, cette moelle osseuse qui fabrique les globules blancs, les globules rouges, etc. Et donc ce carnivorisme de moelle
a permis de faire grimper notamment certains isotopes de l'azote. D'ailleurs, vous qui parliez de Saladino tout à l'heure, il se plante dans son bouquin sur l'unité des isotopes. Hein. Après, ça n'empêche que sa partie paléoanthropologique est plutôt bien faite et intéressante, et on peut la conseiller. Alors après, je vous propose un saut dans le temps, et on arrive donc aux grands explorateurs de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Alors, là, un bémol quand même, les données sont beaucoup plus séduisantes parce qu'on a beaucoup plus de données. Ils ont pu être observés directement, donc ce n'est pas de la retranscription. D'un autre côté, ce sont des tribus, qu'on le veuille ou non, qui sont contemporaines. Donc même si d'un point de vue civilisationnel, il y a un gros choc des cultures parce qu'elles ont gardé un côté extrêmement traditionnel, malgré tout, ça reste des tribus contemporaines. Hein. Les Maasai n'ont que quelques siècles d'existence en réalité, donc c'est quand même des phénomènes très récents, donc il faut prendre des pincettes. Néanmoins, en ce qui concerne les Inuits, qui sont probablement beaucoup plus anciens, donc, ou Esquimaux, avec tous les travaux d'explorateurs comme Village-Mur Stephenson, donc qui a fait toutes ces expéditions, mais ce n'était pas le seul, il y en avait bien d'autres, hein, au niveau du cercle polaire arctique, et qui a redécouvert le régime carnivore à ce moment-là. Donc des Inuits qui, rappelons-le, mangent essentiellement des mammifères marins, ils en mangent la plupart toutes les parties, avec quelques spécificités pour le foie d'ours polaire qui contient des taux de vitamine A particulièrement élevés, avec un risque, au moins pour des gens pas habitués, de surdosage. Bon, ça c'est quelques parenthèses, mais voilà, tous ces travaux ont été parfaitement rédigés et publiés, et donc je vous invite à lire ça aussi, parce que c'est ça qui permet de comprendre ce que c'est que le régime carnivore. Alors bien sûr, il y a d'autres témoignages, d'autres explorateurs, des explorateurs pour les Amérindiens d'Amérique du Nord, hein, dans les fameuses plaines du Nord, avec la tradition du pemmican. Il y a aussi, parmi les explorateurs d'Afrique et des Maasai en particulier, notre confrère George Mann dans les années 60 et au-delà, qui a donc fait tout un travail colossal, y compris d'électrocardiogramme, d'autopsie, pour vérifier l'absence de maladies cardiovasculaires chez les Maasai, guerrier cette sous-population des Maasai encore plus carnivores que les autres, etc. Bon bref, des choses extrêmement intéressantes. Voilà, en gros, c'est ça le sens, c'est ça la signification d'un régime carnivore. Ça n'est pas un coup de pub par Mikhaila Peterson. Je n'ai rien contre Mikhaila Peterson, j'adore ce que fait son père. Elle est tout à fait respectable et je la connais assez peu, en définitive. Mais ça n'est pas ça, le régime carnivore. Attention, là, vous faites du scoop, vous faites du pari-match. Et donc, votre régime Lion, c'est du pari-match. Donc, à aucun moment, il y avait question de régime Lion, pas Lion. Ça n'a aucun sens évolutionniste, cette histoire-là. Là, c'est vous qui mélangez. Si vous voulez, le Lion Diet, c'est comme le lipovorisme, etc. C'est des tendances modernes. Mais tout ça, ça repose quand même sur un socle commun qui est le régime carnivore. Ça a du sens. 3 millions d'années, ça vous va? Alors, point suivant, vous dites, pourquoi beaucoup de personnes se tournent vers le régime carnivore strict? Alors, je suis désolé, hein, ça va peut-être pas vous plaire, mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, je pense. Donc, en fait, c'est une infime minorité. Il vous suffit de sortir de chez vous et de faire quelques pas dans la rue, vous interroger au hasard une centaine de personnes, vous répétez ça plusieurs fois, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a quasiment personne qui fait ça. Donc, au sein de micro-communautés, oui, mais c'est des micro-communautés et ça représente rien du tout à l'échelle de la population qui, elle, est full carb, comme on dit, c'est-à-dire qui mange des glucides à longueur de journée. Voilà, par exemple. Et qui, en plus, est flexitarienne. Alors, peut-être que vous vouliez dire par là qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y tournent et que c'est en augmentation. C'est possible, c'est exactement ce qu'on dit dans l'introduction de notre vidéo d'ailleurs. Car ils sont malades avec les plantes et grains, donc leur proposer de tendre vers le carniflex, de point d'exclamation. Donc j'imagine que vous n'approuvez pas notre vision flexible du carnivorisme. Après, c'est votre droit, évidemment. J'ai aucun avis à mettre là-dessus. Simplement, là où j'émets un avis, s'ils sont malades avec les plantes et les grains. Alors, je pense que grain, vous voulez dire par là ce qu'on appelle le grain et pas les grains. Donc, le grain qui en soi désigne les graines de céréales en général, et donc qui d'ailleurs, pour information, sont des plantes, hein, parce que vous en parlez en précisant plantes et grains. Mais enfin, les graines font partie, graines au sens large, au niveau botanique du terme, font partie des plantes, bien évidemment, puisque c'est là qu'elles se reproduisent. Bon. Et au niveau des plantes, alors juste avant de parler des plantes, des graines en eux-mêmes, donc que ce soit les graines de céréales qui sont extrêmement toxiques, mais toutes les graines, et donc on en parle justement, et je parle des huiles de graines, et dans les huiles de graines, je ne parle pas que de l'huile et des solvants, je parle aussi de la toxicité intrinsèque des graines.
Donc oui, bien sûr, les graines en général et les graines de céréales en particulier, c'est une saloperie pour parler clair. Et donc il faut les éviter, c'est sûr, on est bien d'accord là-dessus. Je ne sais pas où vous avez vu qu'on faisait la promotion de ça. Là, je pense que il y a un petit souci, ou alors il faut vraiment me pointer la vidéo où on fait la promotion des glucides en général et des céréales en particulier, vraiment, hein. Et en ce qui concerne donc les plantes tout court, figurez-vous qu'une salade n'a pas la même toxicité précisément qu'une bière, ou n'a pas la même toxicité qu'une feuille d'épinard, ou encore qu'un épi de maïs. Oui, effectivement, il se trouve qu'il y a des différences. Ces différences, on en parle en détail dans notre formation, que vous auriez d'ailleurs peut-être pu aller jeter un œil, hein, avant de nous prendre pour des Mickey qui racontons n'importe quoi, vous auriez peut-être pu jeter un œil sur notre site et voir le détail de notre formation. Ça aurait peut-être pu vous permettre de nuancer un peu vos attaques. Donc, en ce qui concerne les plantes, oui, donc il y a un spectre de toxicité. Si l'on tient compte d'une part de ce que l'on peut voir en pratique chez des gens, je vous rappelle juste qu'on est médecin et qu'on voit un certain nombre de patients. Moi, rien que depuis 2015, j'ai vu plus de 10 000 cas avec des bilans biologiques, la plupart du temps, quand ce n'est pas plusieurs prises de sang. Donc on a une petite idée de ce qui peut se passer aussi dans le quotidien pratique de ces gens-là, hein. C'est juste une information qui peut peut-être être utile. Et donc il y a certaines plantes qui permettent aux gens de maintenir ce régime. Non pas que les plantes aient la moindre autre utilité, elles sont indispensables en rien, et on le dit je crois suffisamment sur notre chaîne, je vous invite à regarder peut-être d'autres vidéos. Les plantes en fait peuvent aider si elles ne sont pas trop toxiques, et donc le rapport bénéfice-risque, on va dire, est bon, dans le sens où le bénéfice recherché dans ce cas-là, c'est un plaisir. On est sur des voies quasiment dopaminergiques. On est sur des voies du plaisir qui permettent aux gens de ne pas couper complètement avec cette espèce de végétarisme ambiant. Et donc, pour eux, ça leur permet de tenir ce genre de régime. Donc, manger de la salade verte, pour quelqu'un qui la digère, attention, qui n'a pas de dysbiose, bien entendu, donc il n'y a pas de SIBO, manger, donc SIBO, c'est donc une pullulation, ce qu'on appelait autrefois la pullulation microbienne du graine. Donc pour quelqu'un qui tolère la salade verte, surtout pour ce qui est de la batavia, les laitues en général, quelqu'un qui va tolérer l'avocat, etc., la courge, pelée, épépinée, bon, il peut y avoir des choses qui apportent finalement très peu de glucides. Même une ratatouille bien pelée, bien épépinée, de temps en temps, en quantité pas trop importante, parce que là on est déjà à 5% de glucides en général, quand c'est pas plus, ça peut apporter des choses, ça peut apporter un confort psychologique. Bien sûr que d'un point de vue nutritionnel ça n'apporte rien, mais d'un point de vue psychologique ça peut apporter un confort. Et donc ça peut permettre à des gens qui ne tiennent pas en régime carnivore de pouvoir tenir sur ce régime carniflex. C'est pas pour rien qu'on l'a proposé, c'est parce que c'est très difficile de tenir un régime carnivore et que certains partent de but en blanc en disant ouais c'est impeccable machin, et puis finalement il se passe ce que vous racontez là avec Saladino d'ailleurs. Parce que Saladino, en fait, vous ne nous parlez pas duquel, parce qu'il y a eu 3 versions déjà jusqu'à présent de Saladino. Donc il y a Saladino 1, le végétarien, qui était un vegan, Saladino 2, le carnivore strict extrême, qui a fait un bouquin, qui est intéressant, et donc je conseille ce livre, effectivement, parmi tant d'autres, il est à remettre dans le contexte, bien entendu. Saladino 3, qui s'amuse à manger autant de fruits que de viande. Voilà, donc voilà, on sait plus ce que c'est une espèce de carnivore fruitarien. Voilà. Donc voilà, on en est avec Paul Saladino, hein, par exemple. Donc c'est bien parce qu'il y a un spectre de toxicité qui fait qu'il y a des végétaux qui sont franchement plus toxiques que les autres parce qu'ils contiennent plus d'nutriments, que ce soit des fibres, de l'acide phytique, des oxalates, etc., pour ne citer que. Parce qu'ils contiennent plus d'oxalates tout court, et d'ailleurs à ce propos j'ai encore reçu un mail interne là, par la Société française de néphrologie qui s'alarme sur l'hyperoxalurie primitive, mais en fait tous les cas d'augmentation d'oxalates ne sont pas liés à cette maladie génétique, dont on parle d'ailleurs sur la vidéo sur le sel d'oseille, à laquelle je peux vous renvoyer. Il y a aussi bien entendu les lectines, et les lectines ne s'arrêtent pas au gluten, c'est peut-être d'ailleurs une des moins dangereuses, peut-être la moins dangereuse des lectines, j'en sais rien, il y en a encore beaucoup d'autres en réalité qui posent d'énormes problèmes. Et je peux vous renvoyer aussi sur les travaux de Renaud Roussel, qui fait un travail remarquable là-dessus, un travail de synthèse très original au niveau de l'intestin. Il y a bien entendu la concentration en glucides, quel que soit l'index glycémique, qui est là aussi plus ou moins une escroquerie. Bref, voilà. Toutes ces raisons font que, évidemment, il y a des végétaux qui rendent plus facilement les gens malades que d'autres. Et donc, priver les gens de végétaux, si ces végétaux peuvent les aider à tenir un régime, à part ça, carnivore, nous défendons que c'est une bonne idée, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette idée-là, mais n'allez pas nous dire que toutes les plantes sont toxiques de la même façon, parce que là aussi, il faudrait que vous puissiez travailler un peu le sujet, je pense, dans votre intérêt.
Alors pour résumer ça pour Tintin, bon pour les autres aussi qui m'ont écouté malgré mon ton un peu agacé, voilà, le régime carnivore, il y en a de plus en plus, mais il reste extrêmement minoritaire, et néanmoins il y a un problème qui est souvent véhiculé par des coachs, que sais-je, dans le domaine, qui d'ailleurs se retrouvent spécialistes du régime cétogène ou carnivore du jour au lendemain, alors que finalement ils n'ont pas du tout travaillé d'autres aspects scientifiques qui sont extrêmement importants. Pour lire une étude scientifique, faut-il avoir un minimum de niveau mathématique et d'épistémologie, sinon vous en faites quoi de votre étude? Elle est bonne, pas bonne, dans quelle mesure? Bon, voilà. Du coup, à ce niveau-là, l'objectif était de dire, régime cétogène, oui, c'est très intéressant, on le sait depuis les années 20, il y a beaucoup de vertus, c'est un très bon régime. Le régime carnivore, c'est le régime de nos ancêtres, carnivore obligatoire, omnivore facultatif, ok, très bien. Le régime de nos ancêtres était-il un carnivore cétogène ou non cétogène? Oui, il était cétogène, il avait cette propriété-là, aujourd'hui on en est à peu près certain sur tout ce qu'on a pu retrouver. Et comment faisait-il? Eh bien, il mangeait nose to tail, c'est-à-dire toute la bête, et d'abord, en premier, les organes et les parties grasses. Et ce qui est aujourd'hui le filet, le faux filet, était donné, au moins chez les Inuits, aux chiens de traîneau, qui eux ont un métabolisme très différent et qui supportent plus mal la cétogénèse que nous. Ils ont un métabolisme protéique très fort qui envoie sur un métabolisme plutôt glucidique. C'est très intéressant d'ailleurs, la physiologie du chien est très différente. Vous appliquez un régime cétogène à un chien, ça va très mal se passer. Voilà. Et donc, ça c'est très important de le comprendre, ça veut dire qu'il y a des précautions à prendre parce que sinon, vous allez entraîner des pics d'insuline. Et non, Tintin, contrairement à ce que vous croyez, tous les aliments n'entraînent pas des pics d'insuline de la même façon. Les graisses entraînent une élévation d'insuline extrêmement faible, pour dire quasiment non significative. Les protéines entraînent une sécrétion d'insuline dose dépendante, qui en général est assez faible, mais dose dépendante, ça veut dire que si vous en mangez beaucoup, vous aurez une sécrétion insulinique à un moment donné beaucoup plus forte parce qu'elle se fait en 2 temps et j'y reviens. Et enfin, vous avez la sécrétion insulinique directe liée aux glucides, qui elle est bien sûr très importante. Et pour les protéines, détrompez-vous, il y a un mécanisme que j'ai détaillé, je ne vais pas refaire toute la vidéo, hein, il vous suffit de l'écouter quand même, pour comprendre qu'en fait, l'excès de protéines ne peut pas être stocké ni par le muscle ni par rien, c'est mTOR dépendant. Donc au bout d'un moment, il y a saturation et derrière, cet excès de protéines, d'acides aminés, va être notamment désaminé et transformé en glucose. Et donc en fait, vous allez avoir secondairement un pic de glucose. Si vous monitoriez, vous le sauriez. Vous n'avez qu'à manger un steak très maigre et vous en mangez, je ne sais pas, comme je peux faire moi, quand j'en ai vraiment envie, genre, je sais pas, 1 kg, 1 kg 2, vous mangez ça et vous monitorez pendant 1 heure, 2 heures et 3 heures, 4 heures après. Vous voyez ce qui se passe, vous verrez bien. Vous avez un pic de glycémie derrière, un pic d'insuline derrière, c'est automatique, c'est du bon sens physiologique. Voilà, il faut, Tintin, que vous travailliez un peu la physiologie de l'insuline, c'est vraiment indispensable parce que ce que vous faites là, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo, c'est que je reçois de plus en plus de demandes, alors ça reste rare pour l'instant bien sûr, et heureusement, mais de personnes qui font partie de groupes carnivores et qui nous disent bah, « je comprends pas, regardez mes analyses de sang », alors des fois ils se trompent au niveau du cholestérol parce que bon voilà, ils sont pas forcément au courant, mais il n'y a pas que le cholestérol, il y en a qui font monter les triglycérides, qui se chopent un syndrome métabolique, une obésité abdominale, etc. et qui sont en prédiabète ou en diabète, ce qui est globalement à peu près la même chose. On a fait un podcast là-dessus sur le tout petit diabète. Et donc ces gens-là, comme nous au printemps 2020, oui, parce que ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que le régime cétogène, on le pratique depuis 2018. Le régime carnivore, initialement exclusif, on le pratiquait depuis 2019, 2019. Je monitore depuis mi-2019 tous les matins l'insuline indirectement via le BHB et la glycémie. Et donc, je monitore ma cétose et ma glycémie tous les matins. Alors, il peut y avoir de très rares exceptions, de même que mon périmètre abdominal, mon tour de taille et mon poids. Et avec ces mesures-là, j'ai une idée assez intéressante de ce qui se passe. C'est ce que je conseille dans les vidéos. Et je le fais aussi avant, après une exposition au froid, avant, après certains repas, etc. Avant, après certains types d'exercices physiques pour permettre justement d'avoir des données et d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Un certain nombre de mes patients se monitorent aussi. Et puis c'est devenu on ne peut plus simple avec les appareils de surveillance continue de la glycémie, mais s'ils ne sont pas accompagnés d'un lecteur de cétone ou d'une prise de sang régulière d'insuline à jeun par exemple, alors c'est une mesure qui ne sert pas à grand chose en réalité. Voilà. Bon,
Ça fait depuis donc 2019 que je me monitore tous les jours, depuis mi-2019 plus exactement, et en courant 2019, je suis passé en régime carnivore strict. Quand je vous dis strict, c'est même pas de produits laitiers, moi je rigole pas quand je fais les choses de façon stricte, et j'ai développé un syndrome métabolique avec prédiabète au printemps 2020. Victor, c'était pareil pour lui. Bon, voilà, donc, et c'est là qu'on a repensé des choses et qu'on est retourné sur la physiologie de l'insuline pour essayer de mieux comprendre. Et donc, ce qu'on veut aussi, c'est que notre expérience personnelle, mais aussi en tant que médecin et en tant que scientifique, et tout ce travail qu'on a fait, puisse servir aux gens, et donc pour qu'ils comprennent un minimum ce qui se passe quand on mange un excès de protéines. Voilà. Donc, le régime carnivore qui soit cétogène, c'est un régime carnivore donc particulier, et il faut donc limiter l'apport en protéines. On pourrait même parler uniquement en total, c'est le plus simple, c'est-à-dire en fonction du poids, on calcule, pour certaines personnes ça va être 100, 110, 130, 140 grammes de protéines par jour, et le reste, ça doit être quasiment que du gras. Et voilà, point barre. Alors en termes de contradictions, voilà, je suis désolé, mais je vois vraiment pas où sont les contradictions dans la vidéo. Je l'ai revue exprès pour essayer de voir où est-ce que je me trompais, où est-ce que Victor se trompait. Je n'ai vu nulle part de contradiction, là ça me paraît très clair. Alors dites-nous, ceux qui ne sont pas Tintin, si vous voyez des contradictions, dites-le nous, parce que peut-être qu'on ne les a pas vues. Par contre, il y a une contradiction qui me paraît, une énième contradiction Tintin qui me paraît évidente, c'est de dire que la vidéo est bien ci et là. Voilà, c'est une bonne vidéo avec pas mal d'infos intéressantes, mais par pitié, renseignez-vous avant de tout mélanger et de vous contredire. Bon, d'accord. Faut savoir, c'est une bonne vidéo où on raconte n'importe quoi. À un moment, faut être clair, non? Pareil pour la conclusion. Bref, bien, mais il faudrait refaire un épisode 2 en corrigeant au moins vos propres contradictions. Bon, vous avez vu le ton, hein, toujours aussi agréable. Okay. Voilà, et je termine juste alors, sur les sources, puisque vous parlez donc de Saladino, du coup j'ai dit ce que j'avais à dire sur Saladino, vous citez d'autres sources. Bon, c'est fort aimable à vous, et très bien. Nous, on prend, si on n'en connaît pas, on les étudie avec plaisir. Sachez quand même une chose, Tintin. On n'est pas des Mickey qui prenons 1 heure ou 2 heures juste avant de faire une vidéo sur un sujet qu'on ne connaît pas. C'est pas tellement le genre de la maison. On a fait une formation qu'on vend, on devait en faire d'autres, on n'a même pas eu le temps de les avancer suffisamment. Cette formation, on a commencé le script en 2018 et on a terminé le script prêt à tourner début 2020. Donc on a mis 2 ans en fait, tellement on voulait être sûr de ce qu'on racontait. Donc, vous êtes gentil, mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Par rapport aux sources, on a lu plusieurs centaines de livres. Moi, c'est plutôt des livres papier, Victor plutôt des livres audio, c'est d'ailleurs intéressant, c'est complémentaire. Et on lit des articles en moyenne, à peu près une dizaine par semaine chacun. La plupart est acheté, bien entendu. Si vous reprenez sur les 10 dernières années, hein, si on met une dizaine par semaine, par an ça fait plus de 500, entre 500 et 1000 articles chacun. Hein, et donc, si vous prenez entre 1000 et 2000 articles par an à 2, vous multipliez par 10 ans, puisque ça fait 10 ans qu'on est sur ce genre de thématique, et sur la santé, sur la science en particulier, ça fait entre 10 et 20 000 articles, ça vous convient? Voilà, donc entre l'expérience médicale de terrain à laquelle on tient énormément, oui, on peut être médecin sans se poser de questions, en faisant toujours les mêmes choses et du coup en n'apprenant rien et en ne remettant jamais en cause ce qu'on a appris, c'est vrai. De même qu'on peut être scientifique et faire exactement le même genre de choses, c'est-à-dire être dans des délires très loin de la réalité. Et nous, justement, ce qu'on revendique, c'est le croisement des deux, c'est-à-dire qu'on confronte les résultats du terrain aux résultats théoriques et derrière, on essaye de comprendre, de théoriser, d'essayer sur nous-mêmes, etc. Voilà. Alors maintenant, j'ai terminé là-dessus. Je vais faire un petit saut pour vous conseiller à mon tour quelques bouquins dans ma bibliothèque. On y va. Par ici. Alors oui, il y a déjà une petite bibliothèque ici, mais celle-là vous la connaissez. C'est que des livres de médecine pure, médecine, un petit peu de mathématiques, pas beaucoup. Alors, oui, alors c'est le bazar parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et donc je n'ai pas la place de mettre tous mes livres. En plus, j'en achète régulièrement, bien entendu. Alors, déjà, oui, on parlait de Saladino. Donc, Saladino, voilà ce que j'en fais, moi, de Saladino. C'est-à-dire qu'effectivement, un livre, je le travaille. Voilà ce que j'en fais dessus, par exemple. Et voilà ce que je peux en faire aussi sur des parties de paléoanthropologie. Ah, ça prend des centaines d'heures de travail, c'est certain. Mais voilà.
voilà ce que ça peut donner. Donc on peut parler du Mésozoïque si ça vous intéresse. On peut parler du Paléozoïque, mais il n'y a pas grand-chose à dire, pour nous en tout cas, etc. Voilà. On peut parler de Denisova, si ça vous intéresse aussi. Voilà. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses qu'on peut aborder. Voilà, je refais des calculs quand il y a besoin de refaire des calculs, etc. Voilà, donc ça c'était pour Saladino, à l'époque où il était carnivore, bien entendu. Parce que ça a changé depuis, il a fait un bouquin de cuisine, avec où c'est surtout... oui, alors il y a un peu de viande, mais enfin il y a tout ce qu'on veut. Il y a des asperges, il y a de la courge. Bon là, on vous met des photos de viande, mais vous voyez, là du fromage, évidemment, hyper carnivore. Voilà. Donc en pratique, ces recettes, ça s'est pas mal fructifié, entre guillemets, véganisé. Ok. Mais c'est pas tellement ça que je voulais vous montrer. Alors, déjà, première chose indispensable, savoir de quoi on parle. Quelques méthodes en paléoanthropologie, hein, c'est la base. L'évolution des espèces humaines, qu'on remet à jour régulièrement. Un petit coup de Svante Pääbo pour la paléogénétique, indispensable si on veut comprendre quelque chose à nos gènes. Mais bien sûr que c'est insuffisant, c'est juste un début. Hop. C'est le bordel. Si vous voulez, les plantes, ça me parle. Même de Théophraste, si vous voulez rechercher qui c'était sur ses recherches sur les plantes, vous voyez, même ça m'intéresse. La classification phylogénétique du vivant, voilà, bon, des petites choses qui sont intéressantes. Et puis moi, je vous recommande surtout, alors là, ça va être difficile à sortir, hop. Certains livres, j'en ai d'autres, de Jean-Jacques Hublin et de ses collaborateurs, Évolution des régimes humains, mais il faut le lire avec beaucoup d'esprit critique aussi. Les phénomènes dentaires, évolutionnistes, très intéressant. Et puis on fait un saut dans le temps. Et donc par exemple, puisque je vous parlais de Stephenson, eh ben, voilà, le cancer, est-ce que c'est une maladie de civilisation? Livre très intéressant, il s'était posé d'excellentes questions. The Fat of the Land, donc le début du régime carnivore pour le XXe siècle. Mais il y a aussi toutes ses publications sur ce qu'il a testé sur lui-même. Après, encore un saut dans le temps avec notre confrère George Mann, le fameux Coronary Heart Disease. Hein, ce qui a du sens et ce qui est un non-sens au niveau alimentaire, très intéressant. Voilà. Etc. Bon, voilà. Ça, c'était quelques lectures qu'il faut vraiment que vous ayez. Au niveau de la physiologie de l'insuline, bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous en recommander, mais c'est un peu plus péchu, c'est un peu plus difficile à lire. Voilà, et puis bon, après on pourrait parler aussi méthodologie, statistique, mathématiques du risque et de l'incertitude, probabilité, mais bon, là, c'est peut-être un petit peu au-delà du sujet. Alors, et une petite dernière chose, on va essayer d'aller rayon psychologie, alors pas forcément évolutionniste, là, très bon livre. Voilà, par exemple, alors là, c'est en français, la traduction est moyenne. Goleman, pour l'intelligence émotionnelle, qui en fait est plus ou moins une reprise des théories de Gardner, voilà, qui permet avec l'aide d'un peu de stoïcisme, là c'est pour vous mâcher le travail, pas besoin de lire tout Sénèque, c'est assez gros. Donc déjà ça, c'est très bien. Et ça devrait vous permettre d'avoir une vision peut-être un peu plus nuancée et un peu plus réfléchie, c'est-à-dire au sens de la perception de ce que vous dites et de la façon dont vous le dites. Et je vous invite à revoir la façon dont vous communiquez. Merci.